Fantastique. Super. Merci, maîtresse. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, le réalisateur Michael Angelo, maillot jaune de Sundance. Art plastique et talons hauts, c'est le cocktail d'Allen, le coquin du pop art anglais. Et enfin, on rencontre les bricolos du high-tech qui font vriller la VR. Anne-Cécile, notre Gérard Holz reporter, a rendez-vous au pied des Rocheuses américaines avec le réalisateur Michael Angelo Covino, récompensé à Cannes et en compétition au dernier festival Sundance. Son film The Climb débute par un plan séquence de 9 minutes où deux amis pour la vie montent une interminable côte à bicyclette. La scène a nécessité 25 prises sur le col de Vence et comme l'Américain joue l'un des deux rôles principaux, il a pédalé sur plus de 24 km de dénivelé. Dis donc, Michael Angelo, il y avait quoi dans ton pot belge? De l'hormone de croissance humaine, des tas d'antibiotiques et des stéroïdes, mais en version générique, importés du Mexique, donc j'en connais pas le nom officiel, et puis surtout des amphétamines. She loves me for who I am. And I love her for who she is. I can't wait to spend the rest of my life with her. Kyle, I slept with Ava. What? What do you mean slept? Like we sexually slept together. Oh my God. I'm gonna fucking kill you. I'm gonna fucking kill you. When? When did you sleep together? I don't know the exact dates. I didn't. Dates? Dude, slow down. You should pace yourself. How long? Like a quarter mile. No, how long has this been going on? When did it start? On a bloqué la route pour le tournage, mais les conducteurs niçois n'aiment pas les restrictions. Donc malgré le panneau et le blocage, ils passaient quand même. On était en train de pédaler et tout d'un coup, une voiture déboulait à toute blinde. On devait esquiver. C'était extrêmement... On n'avait aucun contrôle. Le long métrage est découpé en chapitres correspondant aux moments clés de la relation entre Mike et Kyle, deux amis d'enfance que la vie s'acharne à séparer à travers plusieurs mariages et enterrements. Hey, we should do catapult next. Okay? No, that's a black diamond. I don't think you're ready for that. Okay. It's a hill, you just go down it. Yeah, but he's gonna crash. Okay, well, it's snow. If he crashes, it's snow. I'd rather not crash. Kyle, no one wants to crash. Sorry, what is your point? My point is that we're here on the mountain and, you know, we're going down the bunny slopes with all the children and Kyle, you're a natural athlete. Thanks, man. Yeah. You can do any of these runs. I mean, look at that cliff over there. Okay, great. Kyle, listen to me. It's your choice, but I wouldn't do it. Je suis meilleur et plus créatif sous pression. Du coup, je provoque moi-même cette pression. Par exemple, j'accepte de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Ou je choisis une structure de film que je ne maîtrise absolument pas. Pour ce film, avec Kyle, on a écrit nous-mêmes toutes les scènes. Et pourtant, à chaque scène, je me rendais compte que je n'avais aucune idée de comment on allait tourner ça. Michael Angelo Covino naît en 84 près de New York d'un père musicien reconverti dans la finance et d'une mère artiste. Après des études de cinéma à l'Occidental College de Los Angeles, il se donne 20 ans pour percer à la Cité des Anges. Il commence alors comme producteur de publicité, puis s'éclate comme acteur dans des courts-métrages indépendants comme celui-ci, Lightning Man, un faux documentaire sur un chasseur d'orage.
En 2012, c'est le coup de foudre. Mike rencontre Kyle Marvin qui devient immédiatement son meilleur pote. Ensemble, ils créent une société de production et écrivent le court-métrage The Climb, l'ascension, avant d'en réaliser la version longue en 2019. Pour les besoins de ce tournage, découpé en 7 chapitres clés d'une amitié virile plus forte que le chaos, ils ont respectivement pris et perdu près de 25 kilos. Tous les jours, on se posait la même question. Pourquoi la caméra bouge? S'il n'y a pas de bonne raison, alors elle doit rester immobile. Du coup, on cherchait des raisons. Parfois, c'était pour suivre les personnages qui se déplaçaient. La caméra était et reste notre outil pour raconter l'histoire. Donc elle était là pour nous donner une perspective et parfois nous amener dans une fausse direction. On croit qu'une personne est mauvaise et plus tard on se rend compte que c'est pas le cas, qu'elle essaye juste de faire du mieux qu'elle peut elle aussi. C'est la caméra qui nous fait faire ce chemin. And assume the responsibilities of married life. And in this church. I object. Excuse me, sir. There's no objection in this. I'm sorry, Father. He's my best friend. Sir, get out of my church. Wait a second. Let him speak. Oh boy. Don't marry her, Kyle. No! 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 Let me go, Ronnie! Hey. It's my wedding! You all right? It's my wedding day! Look, sometimes you get knocked down, you gotta get right back in there. Fuck is he Mike. wearing white? Kyle, What are you doing, man? you deserve to be with someone who loves you. For who you are. This beautiful man. You're a beautiful man. And I love you. Ça, c'était le prix Playboy de l'année. Je l'ai utilisé pour en faire une sculpture. À 82 ans, le peintre et sculpteur Alan Jones est une idole de l'art contemporain britannique. C'est aussi l'un des artistes les plus controversés pour avoir introduit le fétichisme dans ses œuvres. Comme ce jour-là où il planche sur une création culottée. Fantastic. Good. Thank you, madam. Au début des années 60, à Londres, Alan Jones snobe la police de la pensée en faisant flirter esthétique bondage et pop art. C'est sur la rive gauche de la Tamise que vit ce grand coquin. Dans le salon de sa maison, parsemé de sérigraphies de Miro ou de Warhol, échangées contre ses propres œuvres, trône une certaine table qui a bouleversé sa vie. À l'époque, mon intention, qui est toujours la même aujourd'hui, c'était d'offenser les canons artistiques, mais pas les gens. En 69, Mr. Jones commande une série de femmes transformées en meubles à une société fabriquant des mannequins de vitrine. Ces 3 sculptures font grimper au rideau Stanley Kubrick, qui lui propose de créer les décors du bar de son film Orange Mécanique. Kubrick croyait, comme c'était un célèbre réalisateur, que je l'aurais fait juste pour avoir mon nom au générique, que ça aurait été à mon avantage. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas décorateur. C'est pas mon monde. Si tu peux m'avoir une expo au musée du Louvre, là je le ferai gratuitement. Et puis, au passage, le livre d'Anthony Burgess est un petit peu mieux que le film. Face au refus d'Allen de participer au film, Kubrick ne s'encombre pas de scrupules et fait réaliser de vulgaires copies. À l'époque, Alan Jones explore déjà depuis une décennie le corps féminin sous toutes les coutures. 20 ans avant le punk, ce docteur en art honoris causa, adulé par les Beatles, Elton John, Alexander McQueen ou Gunther Sachs, met du cochon dans l'art. Dans ses peintures, d'abord en 60, avant de se lancer 5 ans plus tard dans la 3D de polyester, qui va le rendre célèbre, avec ce mobilier humain décliné sous les formes de tables, chaises et porte-manteaux.
Né à Southampton en 1937, d'un père ingénieur et d'une femme au foyer, Alan déménage 3 ans plus tard dans le quartier d'Ealing, à l'ouest de Londres. Mauvaise pioche en septembre 1940 et pendant 8 mois, les missiles du Blitz, la guerre éclair lancée par les nazis, déferlent sur la capitale anglaise. Alors que son père est réquisitionné dans une usine d'armement, Alan réalise à 5 ans sa première œuvre, des chars qui montent au front. Chaque maison qui avait une pièce vide était utilisée pour l'hébergement temporaire des soldats. Du coup, on avait 2 soldats canadiens à la maison. Ils descendaient tirer sur les avions allemands et puis ils revenaient à la maison. Ils laissaient leurs fusils derrière la porte d'entrée, comme on fait avec les parapluies. Mais c'était quand même 2 fusils en banlieue. Je me souviens que ces fusils étaient plus grands que moi. En 1959, Alan Jones a 22 ans et entre au Royal College of Art. Ses copains de classe s'appellent David Hockney ou Derek Bosher, future crème du pop art anglais. Alors que l'expressionnisme abstrait règne depuis le début des 50s, les artistes pop se tournent eux vers la bande dessinée et la consommation de masse. Sacrilège! Alan Jones est renvoyé de l'université. En 1961, il participe à l'exposition Jeunes Contemporains, qui propulse le pop art anglais au sommet de la hype. 2 ans plus tard, lauréat du prix des jeunes artistes à la Biennale de Paris, Alan vend son premier tableau au poète et collectionneur Roland Penrose, qui lui présente un certain Miro Desboules. C'était un petit homme, plutôt trapu. J'avais encore des cheveux sur la tête à l'époque, mais il avait les siens coupés à ras. Pendant qu'on parlait, j'arrêtais pas de penser à la masse de travail qui était sortie de son crâne, et j'avais envie de le caresser. Il commence à faire un tas avec mes meubles, ma chaise et ma table, et on fait une sorte de sculpture. Et puis quand il part, je me retourne et tout mon mobilier est empilé dans la pièce. Là, j'ai dû faire un choix. Dans un cas, j'ai une sculpture de Miro. De l'autre, j'ai aussi besoin d'un endroit pour prendre mon petit-déj. En 1970, histoire de mettre du beurre dans ses épinards, Alan Jones accepte finalement de créer des décors de films, comme ici pour le téléfilm allemand « Les mecs, on arrive ». Ses premiers émois pour l'imagerie érotique, Jones les doit à la bande dessinée Jane de Norman Pett, publiée en feuilleton dans le Daily Mirror. En 1964, quand l'artiste part habiter à New York au Chelsea Hotel, il retrouve cet univers kinky dans le sulfureux magazine Bizarre de John Wiley. Mais c'est cette machine à sous Showgirl qui lui fait tilt. Dès lors, pour le peintre, les pièces du puzzle sont réunies. Je devais trouver un truc en dehors de la mode. Or, à l'époque, aussi incroyable que ça puisse paraître, le talon aiguille était réservé à la communauté fétichiste et à l'érotisme. J'y étais à fond. Ça m'allait très bien. Aujourd'hui, les sculptures mobiliers de Jones inspirent le styliste américain Rick Owens ou l'artiste norvégien Bjørn Melkar, qui les détournent à leur sauce. Quant aux originaux, qui voulaient dénoncer la femme-objet, ils se vendent désormais à plus de 2 millions d'euros. Dans les années 70, on accuse l'artiste de misogynie. Après avoir reçu des boules puantes, l'œuvre en fibre de verre chaise, exposée à la Tate Gallery, est défigurée à l'acide par des militantes féministes en 1986. Quand je lis le manifeste féministe, j'y vois rien à redire. Mes enfants sont toutes des filles, et je ne me suis marié qu'avec des femmes. Je ne fais pas le boulot de Madame Tussaud, c'est pas un musée de cire. Quand tu regardes mes sculptures, ça ne fait aucun doute que ce sont des sculptures, pas des femmes. Fasciné par les arts du cirque, la magie, le cabaret et la danse, Alan Jones crée depuis 1984 des œuvres en acier monumentales qui se contorsionnent en plein air, en Chine, aux États-Unis ou en Angleterre.
C'est dans son atelier de Londres qu'il réalise les maquettes de ses sculptures qui mesurent jusqu'à 20 mètres de haut. Ça, c'est ma femme. C'est un bustier Issey Miyake. Il l'a créé en s'inspirant de mes sculptures. Un jour, son bureau m'appelle pour me demander si je veux bien présenter son bustier au gala de lutte contre le sida à Londres. C'était il y a quelques années. Je réponds, laissez-moi y réfléchir. Le lundi, le bureau me rappelle. Monsieur Jones? Je suis vraiment désolé. C'est Grace Jones qu'on voulait joindre. J'imagine que celle qui a commis cette grave erreur a dû se faire harakiri. En 2005, le champion de VTT Danny MacAskill se filme en train d'user ses pneus sur le mobilier urbain d'Édimbourg. 15 ans et 450 millions de vues plus tard, l'Écossais continue de snobber les skateparks. Si Picasso faisait de la réalité virtuelle, ses œuvres ressembleraient peut-être à celles de Nick Kohler. Avec Flowers and a Switchblade, l'artiste né aux États-Unis plonge ses spectateurs dans une conversation intime entre copines, mais passée au filtre de son esprit cubiste. Sa palette de peintre du XXIe siècle, ce sont ces dizaines de smartphones pointés dans différentes directions qui lui procurent des centaines de vidéos, assemblées ensuite dans un grand collage en 3 dimensions. You're seeing everything in focus right now, for the most part, I'm sure. But the way we actually see it is our eyes dart around the room, and so like I'd look at you, then I'd look at the camera and look at all the people here, and I'm kind of collecting all that information and then creating a scene in my mind. Hey! Hey, what are you guys doing here? Wait a second. Have you guys been here all day? My collage work is about seeing, and I think that's why it paired so well with VR, because I think that's already about seeing. It's giving you the opportunity to look around, to choose where you're looking. And so, yeah, all these little collage pieces definitely have a lot more information in them than you would otherwise with just one single camera. Nick Kohler est venu présenter au dernier festival Sundance son premier film en réalité virtuelle. Avant l'interview, l'artiste n'a pas résisté à dégainer son pinceau préféré pour tirer le portrait de notre journaliste. This is like the bottom of your jacket, your hand. It's a nice detail. Usually I use like 20-second loops. And then I move the figure out of the way and I do the background. Depuis 5 ans, les collages vidéo de Nick donnent au format documentaire un nouveau visage, donnant du piquant à des sujets ordinaires comme une visite d'appartement ou des discussions sur des animaux de compagnie. This is our kitchen. This is the penguin shaker. This is not a shaker. This is for ice. That's for ice. Sam, do you want to tell him why we like penguins? Because I proposed to my wife on mushrooms. That's right, we did mushrooms, and we went to Solstice Canyon in Malibu. And all of a sudden I look at her, she's surrounded by penguins. A lot of the art that I do actually is hard to do because I'm trying to invent some sort of form. And so eventually you have to ask yourself, like, well, why do you keep on making it hard on yourself? I think the answer comes down to, like,
I'm non-binary. I use they/them pronouns, and I think I grew up in a world where I didn't fit very neatly in the options that were at play. Nick Kohler grandit à Austin, au Texas, dans une famille de fonctionnaires qui fréquentent moins les musées que les piscines. L'étudiant en beaux-arts et littérature découvre les collages photos de David Hockney et s'en inspire pour développer sa palette multidisciplinaire. Ses peintures acryliques se mettent en mouvement grâce à des projections vidéo, tandis que ses collages prennent du relief par le truchement de la réalité virtuelle. Avec son producteur, Nick a mis plus de 2 ans à maîtriser cette nouvelle technologie. What I've been learning is a lot of VR actually takes a long time to render, but we had difficulty because at first we were just doing this on one computer, and so one render, a stereoscopic render, would take 2 weeks. Plus, like it's sometimes more than 2 weeks to render on one computer. So eventually we had to get a render farm involved in order to complete the project. Également présentée au festival de Sundance, Animalia Sum est la première œuvre de réalité virtuelle faite à la main, ou presque. Bianca Kennedy et Felix Kraus, 2 artistes basés à Berlin, ont planché 2 ans pour créer ce film interactif d'environ 7 minutes, bricolé avec tout ce qu'ils avaient sous le coude. On a commencé par faire des modèles en argile qu'on a peints à l'aquarelle. Et ça, là, c'est du tissu et... Des vieux collants. Bien tassés. Ce sont des figurines rigides. Elles ne sont pas du tout flexibles. Dans le film, elles bougent. Elles ont l'air visqueuses, presque molles, comme du chewing-gum. Le film fait entendre la voix des criquets, tiques et autres punaises, dont on murmure qu'ils pourraient devenir demain la nourriture de l'humanité, même si personne ne leur a demandé leur avis, alors que d'autres animaux ont le privilège d'être des espèces protégées. Stupid Moby Dick. No, the other way around. Félix et Bianca se sont arrachés les cheveux pour faire rentrer leur aquarelle et créatures faites main dans le monde de la VR. Il leur a fallu ainsi repenser les techniques de motion capture ou d'animation en volume. Rien que d'utiliser une souris pour créer, ça ajoute un filtre entre nous et la création. Ce travail manuel permet d'avoir un lien avec l'œuvre. Ensuite, tu peux envisager de travailler dessus par ordinateur, pour finalement le visionner en VR, avec des lunettes. C'était très important de se dire qu'on pouvait quasiment tout faire d'abord à la main, et pas uniquement par ordinateur. On pense tous les deux que des modèles réalisés uniquement en 3D auraient manqué d'un petit quelque chose. C'est le hasard, les imprévus comme les couleurs qui bavent, qui nous permettent d'obtenir un résultat inattendu. Tous ces imprévus sont très importants pour rendre notre travail vivant. Originaires de Leipzig et de Bavière, Bianca Kennedy et Felix Kraus étudient tous les deux aux Beaux-Arts de Munich avant de lancer leur carrière respective. Bianca explore le corps, tandis que Félix se passionne pour les représentations de l'architecture. Ils fusionnent leurs 2 sujets en 2018 pour leur première création commune en réalité virtuelle qui place le spectateur dans le même bain qu'eux. Tu me passes la savonnette ? Ce qui nous intéresse tous les deux, c'est de réaliser des choses qu'on ne peut pas encore faire en VR. Comme manger, par exemple. On a pris un objet, on l'a amené à la bouche en le croquant, et on en a fait une représentation en VR. Ça a donné un truc marrant. Son empreinte carbone rendrait verte de rage Greta Thunberg. À 45 ans, le DJ-compositeur suisse Adja Le
parcourt la planète grâce à sa transe psychédélique. Issue d'une lignée de tatoueurs mythiques, la Le Family, baladée entre Goa, Lausanne, Londres et Ibiza, Adja ne va pas à l'école mais chope le virus de la musique. Bien loin des grosses machines techno ou house, le DJ fonde son premier groupe de psytrance acoustique en 2002, avant de se lancer en solo derrière les platines. Aujourd'hui superstar du genre, Adja plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax, à la recherche de ses souvenirs d'enfance on the road. Je vais partir avec The Cramps. Moi, ce que ça me rappelle un peu, c'est que j'ai grandi en partie dans un studio de tatouage. En fait, depuis que je suis né, il y a mes parents qui tatouaient, après il y a mon frère qui tatoue aussi. Le tatouage, dans le temps, c'était pas comme maintenant, c'était assez marginal comme moyen d'expression. Quand tu es en train de tatouer, tu veux pas t'arrêter pour changer de musique tout le temps, mais il faut quand même avoir une certaine musique qui a un peu d'énergie. Mais mon père, ce qu'il faisait, en fait, on avait les vinyles, mais on avait aussi les cassettes, il faisait des sélections. Il prenait le mieux de tous les groupes, la musique qui avait de la pêche, qui faisait taper du pied, qui faisait tourner les choses. Et ça tournait en permanence dans le studio. Donc, pour moi, c'était le premier DJ que j'ai connu, c'était mon père. Mon père et ma mère, quand j'avais 14 ans, ils m'ont mis à la porte avec mon pote qui avait 17 ans, puis ils m'ont dit « Reviens pas pendant moins de 2-3 mois, évite ta musique ». On avait des guitares électriques, puis on avait des amplificateurs avec des piles, des batteries dedans. Et mon père, c'est la dernière chose qu'il a fait, il nous a donné des chaînes et puis des cadenas. Et puis il nous a dit tous les soirs, quand tu dors, parce que tu vas dormir dans la rue, tu mets le cadenas là, tu fous à travers l'amplificateur et tu le fous sur la guitare. Comme ça, on ne te le pique pas. Et puis, il avait raison, parce qu'ils ont tout piqué, tout le reste, les godasses, tout. Ils nous ont levé la tête, ils ont enlevé les sacs et tout. Et puis, le seul truc qu'ils n'avaient pas piqué, c'était nos instruments. C'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Bobby génial.